l'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre contre la Russie? Pourquoi l'Ukraine n'arrive pas à regagner ces territoires annexés par Moscou? Ça tient à quoi? C'est déjà qu'on en soit là aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel au regard de la difficulté ukrainienne à l'origine de la guerre. Début. On avait l'armée russe aux portes de Kiev. C'est vrai. La plupart des observateurs imaginaient que ça en était fini finalement de Volodymyr Zelensky, etc. Aujourd'hui, le conflit stagne. Pourquoi? Parce que probablement que l'aide militaire occidentale n'est pas suffisante. Évidemment que le rapport aussi humain entre l'Ukraine et la Russie est inégal. On parle de 1 pour 3 à peu près environ. Donc c'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'habitants en Ukraine, 140 je crois, 144 en Russie. Donc évidemment c'est très différent. La réserve d'hommes pour Vladimir Poutine est beaucoup plus importante. Et dans le même temps, il est plus facile pour un pays agressé de repousser l'envahisseur aussi. Donc finalement, cet équilibre, il se joue aussi là. C'est-à-dire que on a une population ukrainienne qui, elle, a envie, effectivement, de repousser l'envahisseur russe. Et en face, on a une population russe qui, elle, est peut-être un peu plus en délicatesse face à ça. On sait que Vladimir Poutine a dû faire une mobilisation de 100 000 hommes à un moment donné, parce qu'ils ne venaient pas d'eux-mêmes, tout simplement. Cette guerre n'est pas forcément toujours comprise de la part de la population russe. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que les Occidentaux ont promis et ce qui est arrivé? Il y a déjà un décalage de base, de position, parce que la position des Occidentaux est quand même assez claire et nette. Soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, par ailleurs, c'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Parce que jusqu'à la victoire, pour les opérations, pour les offensives, pour qu'ils soient vraiment efficaces, il en faut beaucoup plus. Et surtout, ces armes, il ne faut pas qu'elles soient bridées, en quelque sorte. Par exemple, on a parlé de l'asymétrie entre la Russie et l'Ukraine tout à l'heure, du fait que défendre et attaquer, ce n'est pas la même chose. La Russie, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très important. Elle frappe les arrières de l'Ukraine en essayant de toucher les entrepôts, des centres logistiques, ainsi de suite. C'est extrêmement important. L'Ukraine, on interdit expressément de le faire et on ne lui donne pas les armes de le faire. L'Ukraine a une différence d'approche par rapport à sa dimension cinétique et militaire. Elle ne frappe que des objectifs militaires. Donc il n'est pas question de frapper la population civile de Belgorod ou dans la profondeur russe. Elle frappe des aéroports, elle essaye de mettre en difficulté l'acheminement en hommes et en matériel qui vient sur le front pour effectivement essayer de résister. Et de ce point de vue-là, elle répond à la demande des Occidentaux de ne pas affaiblir trop la Russie, mais pour lui permettre, en gros, ni de gagner, ni d'être défaite. Et c'est là le problème. C'est qu'on a donné le strict minimum à l'Ukraine pour résister, 685 jours aujourd'hui, mais pas les moyens de gagner. Parce que ça coûte déjà beaucoup d'argent de donner à l'Ukraine les moyens de résister. C'est pas seulement une question de centaines de milliards de dollars. Les États-Unis ont donné 111 milliards depuis maintenant près de 2 ans, et l'Union européenne, finalement, a réussi à passer outre l'épée de Damoclès du veto hongrois, et donc les 50 milliards arriveront en 2024. Maintenant, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de choix des matériaux et des matériels humanitaires dont l'Ukraine a besoin. Des avions de combat, des missiles de plus longue portée. Donc c'est une question de volonté de faire résister l'Ukraine au maximum, mais ne pas lui donner les moyens de recouvrer la totalité des 18% et quelques de territoire que la Russie a récupéré. Ce qui est étonnant, c'est un peu... on a un peu sous-estimé justement cette force de la Russie, à la fois économique et puis aussi militaire. Économique parce qu'il y avait beaucoup de sanctions et puis finalement on voit que l'économie russe, elle tient bon malgré tout ce qu'on a dit au départ, qu'elle allait être à terre, que ça allait être dramatique. Sur le plan militaire aussi, on avait dit au bout d'un moment ça va être compliqué. Vous vous souvenez, 100 000 hommes à recruter, ça va être difficile, c'est difficilement compris par la population ce que vous avez dit. Et finalement, quelque part, ils arrivent quand même à mener cette guerre longue qui fatigue, qui use. C'est vraiment la guerre d'usure. Et pourtant, Poutine en avait parlé assez rapidement quand il a compris que ça serait pas une guerre éclair comme il l'avait souhaité et que ça serait la lenteur, l'usure qui gagnerait. On a peut-être un peu sous-estimé ça et avec cette résistance qu'on peut pas donner, on peut pas leur donner les pleins pouvoirs sur le militaire comme vous l'avez dit. On a des exigences sur les répercussions sur les civils, donc ça fait beaucoup.